Si je vous parle de l'origine du genre de la science-fiction, quels sont les auteurs qui vous viennent en premier à l'esprit? Il y a beaucoup de réponses possibles, mais il y a un nom qui devrait ressortir du lot, c'est Isaac Asimov, qui est globalement le pilier de la SF moderne. D'autres parmi vous auraient pensé un peu plus ancien dans le temps, avec H.G. Wells ayant également contribué aux précurseurs du genre. Cependant, la science-fiction tire ses origines bien plus loin qu'on ne le pense. Ici, on va voir ce qu'on pourrait classifier comme la toute première œuvre de science-fiction de l'histoire, s'agissant de Histoire vraie de Lucien de Samosate, Varae Historiae en latin ou dans son titre original grec, Alete Diegemata. Si je mentionne ça, c'est que clairement ça date pas d'hier, mais étrangement c'est finalement pas si décalé par rapport à notre conception moderne de la SF. Bien que oui, ça reste très antique comme truc, la considération comme space opéra de ce récit n'étant d'ailleurs qu'un posteriori. Oui, l'avatar a changé car aujourd'hui sera le premier épisode d'un nouveau format de vidéo auquel celui-ci y est dédié, Labo Cultura, qui abordera la science et la technologie à travers la sphère culturelle. Sur ce, place à la vidéo. Petite information, ici on va voir le texte mais aussi préalablement ce qu'il y a autour du texte, car c'est important pour permettre de mieux le comprendre. Prenez une feuille et un stylo, vous allez prendre des notes, vous serez coté. Non, je déconne, on n'est pas au cours de français. Premièrement, on va aborder ses inspirations et son registre d'écriture, car ici on est matérialiste, et non, un texte ne se suffit pas à lui-même. Lucien de Samosate, ou Lucianos o Samosateus, est un auteur et rhéteur antique ayant vécu, comme son nom l'indique, à Samosate, dans la province romaine de Souria, au IIe siècle après Jésus-Christ, ayant écrit Histoire vraie dans le genre du roman grec, bien qu'en vérité assez dérivé de ce dernier, sachant que l'on parle parfois de histoire vraie au pluriel, étant donné que le récit est coupé en deux parties. Celle qui nous intéresse ici, c'est tout particulièrement la première. Cependant, il n'est pas le premier à créer un imaginaire fantaisiste comme on va le voir, car notamment on peut remonter jusqu'à l'époque grecque classique avec la comédie d'Aristophane Ornithès, ou Les Oiseaux, dont Lucien y fait explicitement référence dans Histoire vraie. Plus contemporain à lui, également dérivé du roman grec, l'ouvrage Les Merveilles au-delà de Thulé d'Antonios Diogenes, ayant d'ailleurs été la première source écrite de la terre de Thulé comme étant historiquement les îles Shetlands, ayant donné l'expression de Ultima Thule pour ultime terre connue, a également servi d'inspiration pour notre Lucien. Cependant, Lucien de Samosate, c'est pas un auteur comme les autres. En effet, contrairement à Les Merveilles au-delà de Thulé, qui se veut avoir des péripéties à minimum vraisemblables, Lucien il en a un peu rien à carrer de ce critère, car comme on va le voir après, il a un imaginaire assez débordant. Deuxièmement, on va aborder les intentions de l'auteur. Ah oui, qu'est-ce qu'il a donc pu penser en écrivant Lucien ? En effet, Histoire vraie est avant tout une satire envers spécifiquement les auteurs qui sortent des récits de voyages lointains invraisemblables, mais présentés comme véridiques. Je tiens à préciser que cette info est extrêmement importante pour la suite. Et clairement, il tire à balles réelles, vu qu'il critique explicitement notamment l'historien Ctésias de Cnide, qu'il décrit comme un expert des mensonges, ou même Homère pour son récit ultra célèbre l'Odyssée, qu'il considère, je cite, des inventions destinées à abuser de la crédulité de son public. Oui, je vous avais bien dit qu'il se retenait pas dans ses critiques. Il juge également les historiens Hérodote, Xénophon et Thucydide, notamment pour leurs récits de bataille dont il va amplement les parodier dans Histoire vraie. Justement, dans les toutes premières pages du récit, Lucien prévient que ce qu'il va y raconter est purement fictif, qu'il n'a jamais entrepris un tel voyage et donc n'y a à y accorder strictement aucune créance. Je cite: « Je me suis adonné au mensonge, bien plus loyalement que les autres. Je serai véridique au moins sur un point, en déclarant que je mens. J'écris donc sur des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vécues et que je n'ai point apprises de tiers, et qui, en outre, n'existent absolument pas, et ne peuvent pas le moins du monde se produire. Voilà pourquoi les lecteurs ne doivent en aucune façon y croire. Ah, et il dit aussi ceci qui m'a bien fait rire. Ayant pris connaissance de ces propos, je ne pus condamner les hommes ordinaires pour leurs mensonges, lorsque je constatais qu'il était courant parmi ceux qui se prétentaient philosophes.
Pourtant, je ne pus m'empêcher de m'étonner qu'en écrivant des mensonges si manifestes, il ne se croit pas dupe. D'ailleurs, un truc que j'ai vu nulle part mais que j'ai remarqué moi-même en faisant le script, c'est tout simplement le titre de son récit. Histoire vraie. Ouais, bien sûr, ça va être très vrai son histoire, compte tenu de ce qu'on vient de lire juste avant. Comme quoi, y a pas que moi qui aime le sarcasme. Bon, maintenant que vous avez découvert la couleur de ce qu'on va voir, c'est donc le moment de s'attaquer au récit en lui-même. Je l'ai lu entièrement pour cette vidéo et réalisé moi-même sa présentation complète que je vais ainsi donc aborder. L'histoire commence, comme bon nombre de grands récits de la Grèce antique, par le narrateur racontant ses incroyables péripéties vécues à travers ses voyages en mer. C'est ainsi que Lucien avec un équipage prirent la mer à bord d'un grand voilier afin d'explorer les confins de l'océan et les peuples lointains. Sauf qu'après un jour et une nuit avec un temps favorable, le vent a commencé à sévir, au lever du soleil, amenant une violente tempête faisant gonfler les vagues et plongeant le voilier dans l'obscurité. Cette tempête les a alors ballottés durant près de 79 jours, puis au 80e jour, le soleil refit son apparition. Et... attendez une minute. Est-ce que Lucien vient nous prendre pour des imbéciles juste à l'instant ? Enfin, je sais que c'est un peu le but recherché, mais ce que je trouve très fort. Mais vraiment, là c'est d'un niveau digne de sa tempête. Juste, je récapitule. Il a navigué pendant un jour et une nuit, puis a été pris dans une tempête durant 79 jours. J'aimerais bien voir la taille de la cale des provisions pour avoir tenu aussi longtemps. Mais pour ensuite poursuivre avec « le soleil est revenu ». Et il sort ça comme si en mode « t'inquiète, il s'est rien passé, poursuivons ». Et dire qu'on est qu'au début. Bon, je vais l'annoncer direct, la scène qui va suivre ne va servir à rien. Mais vraiment à rien. C'est juste du remplissage fantasmagorique. Je pourrais la passer, mais elle est tellement lunaire que je ne peux m'en empêcher de vous faire au moins un résumé en bref. Lucien et son équipage accostent une île boisée et montagneuse. Ils trouvent une colonne gravée en lettres grecques anciennes qui disent « C'est ainsi qu'ont voyagé Hercule et Bacchus », pour ensuite y trouver une rivière, dans laquelle coulait du vin. Bacchus, ou Dionysos chez les Grecs, c'est le dieu du vin, donc ça fait sens. Enfin, dans le monde mythologique gréco-romain en tout cas. Pour ensuite découvrir un champ de vignes dont les tiges étaient des corps féminins et dont certains membres d'équipage qui ont, je précise, mangé des poissons alcoolisés de la rivière juste avant, ont vu ça et se sont dit pour faire, je veux pas décrire ça, avec les vignes pour finalement se faire piéger et se faire eux-mêmes transformer en plantes. Ah ouais, rien que ça, je pense très clairement que ce que Lucien sous-entend ici, c'est que les auteurs devaient être totalement ivres pour pouvoir imaginer des trucs pareils dans leur récit censés être réels. Bref, après ce petit interlude, Lucien et les autres membres d'équipage encore humains sont revenus sur le bateau et reprirent la mer pour finalement, encore une fois, se faire reprendre dans une tempête. Oui, j'avais bien prévenu que ce passage ne servait à rien. Sauf que là, la bourrasque de vent propulsa le voilier dans les airs à une hauteur de, je cite, plus de 3000 stades dans les airs. Pour info, un stade ou stadium, c'est une unité de mesure romaine qui correspond à environ 184 mètres, ce qui fait donc une altitude de 552 km. À titre de comparaison, l'ISS est à 408 km d'altitude. C'est là qu'après 7 jours et 7 nuits, Lucien et son équipage virent une sorte d'île, sphérique, éclairée d'une intense lumière, avec au ciel également d'autres îles, certaines plus grandes, d'autres plus petites, brillant d'un éclat de feu, et dont au-dessus de leur tête s'y trouvait une autre terre, ressemblant à la leur, sur laquelle on y voyait des terres et des océans. Vous l'aurez compris, Lucien et son équipage sont désormais sur la Lune. Le pire, c'est que 552 km, c'est au sud à la limite de Karman, et 8 jours de voyage jusqu'à la Lune, bah c'est assez ironiquement réaliste en fait pour quelqu'un qui a voulu faire un récit volontairement invraisemblable. Par exemple, Artemis 2, qui va se dérouler très bientôt, aura un aller vers la Lune de l'ordre de 4 jours de voyage. C'est là que sur la Lune, ils virent des êtres qu'ils nomment les hypogipes, chevauchant des vautours géants à 3 têtes. Alors justement, étant une fan de Spekevo, les dessins que vous voyez passer à l'écran réalisés par moi-même sont mon interprétation des créatures que Lucien rencontre dans Histoire Vraie. Le but de ces hypogipes était de trouver des voyageurs et de les emmener voir leur roi.
Et ce que ce dernier s'exclama: Étranger, vous êtes grec? Comment êtes-vous parvenu jusqu'ici en traversant un aussi grand espace aérien? Lucien lui raconte alors son aventure pour qu'ensuite ce roi fît de même. Il dit alors qu'il était un homme s'appelant Endymion, qu'un jour pendant son sommeil il fit enlever et mis en tant que souverain de la lune. Il poursuit en déclarant qu'il se prépare à une bataille contre les habitants du soleil dont le roi de ce dernier se nomme Phaéton. Endymion avait alors rassemblé tous les pauvres de son empire pour qu'ils aillent fonder une colonie sur l'étoile du matin, aka Vénus, qui était déserte et inhabitée. Encore une fois, même quand Lucien veut mentir, il finit par être dans le vrai sans le savoir. Car, je rappelle, mais la surface de Vénus était totalement inconnue jusqu'au programme Vénéra dans les années 1960. Donc imaginez bien qu'à l'Antiquité, il n'avait aucunement la possibilité de se représenter ça. Sauf que Phaéton, par jalousie, voulut y mettre obstacle et se présenta avec ses hippomyrmèques. Trop peu nombreux, l'Empire de la Lune s'est pris une défaite, mais dès lors, Endymion veut désormais reprendre sa revanche et demande même à Lucien et son équipage s'ils désirent prendre part à la bataille, ce qu'ils acceptèrent. Comme je l'avais annoncé au début, Lucien va très clairement pas se priver de détailler la bataille à fond, ce serait dommage de manquer une telle opportunité. Je vais ainsi faire la narration de cette bataille telle que Lucien l'aurait énoncée à l'époque. Nos forces consistent en 100 000 soldats, sans compter les goujats, les conducteurs des machines, l'infanterie et les troupes alliées. Le nombre de ces dernières s'élevait à 80 000 hippogrippes, et 20 000 combattants montés sur des lachanoptères. C'est une espèce de grands oiseaux, tous couverts de légumes au lieu de plumes, et dont les ailes rapides ressemblaient beaucoup à des feuilles de laitue. Près d'eux étaient placés les Sancroboles et les Scorodomaques. 30 000 Psilotoxotes et 50 000 Anémodromes étaient venus de l'étoile de l'ours en qualité d'alliés. Outre le fait que Lucien adore sortir des noms méga giga téra exa compliqués, l'étoile de l'ours ici faisant probablement référence à Polaris, l'étoile pointant vers le nord géographique. Les Psilotoxotes étaient montés sur de grosses puces, d'où leur nom, et ces puces étaient de la taille de 2 éléphants. Les anémodromes sont ici des fantassins. Ils sont portés par les vents sans avoir besoin d'ailes. On disait qu'il devait en outre arriver des astres situés au-dessus de la Cappadoce, 70 000 Stroutobalan et 50 000 Hippogéran. Alors, la Cappadoce est une région d'Anatolie, donc ça n'a pas vraiment de sens de dire les astres situés au-dessus, donc je saurais pas trop dire à quels astres ça fait référence ici. L'infanterie montait à 60 millions, et voici comment on la rangea en bataille. Dans ce pays, les araignées sont en grand nombre, et beaucoup plus grosses, chacune que les îles Cyclades. Endymion leur donna l'ordre de tisser une toile qui s'étendait depuis la lune jusqu'à l'étoile du matin. Elles l'exécutèrent en un instant, et cela fit un champ sur lequel le roi rangea son infanterie, commandée par Nyctérion, fils de Dianax, et par 2 autres généraux. L'aile gauche des ennemis était composée d'hippomyrmèques, au milieu desquels était Phaéton. Ces hippomyrmèques sont des animaux ailés, semblables à nos fourmis, à la grosseur près, car la plus énorme d'entre eux a au moins 2 arpents. Non seulement ceux qui les montent prennent part à l'action, mais ils se battent eux-mêmes avec leurs cornes. On dit que leur nombre était d'environ 50 000. À l'aile droite étaient les aéronocopes, en nombre à peu près égal, tous archers et montés sur de grands moucherons. Près d'eux se rangèrent les colomycètes, qui se bat de près au nombre de 10 000. On les appelle colomycètes parce qu'ils se servent de champignons pour boucliers, et pour lance des queues d'asperges. Ensuite venaient les Cynobalan qu'avaient envoyé à Phaéton les habitants de Sirius. Sirius étant l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. On nous dit qu'il leur manquait plusieurs alliés en retard, les frondeurs mandés de la Voie lactée et les Néphélo-centaures. Ceux-ci arrivèrent quand la bataille était encore indécise, et plus odieux qu'ils ne fussent pas venus. Les frondeurs ne parurent pas, aussi l'on prétend que par la suite, Phaéton irrité brûla leur pays. Voilà quelle était l'armée du roi du soleil. On en vient aux mains, les étendards sont déployés et la mêlée commence. L'aile gauche des Héliotes, habitants du soleil, ne pouvant soutenir le choc de nos hippogrippes, nous la poursuivons et nous en faisons un grand carnage. Mais leur aile droite enfonce notre gauche, et les aéroconopes fondent tout à coup sur elle.
la poursuivent jusqu'au rang de notre infanterie qui s'avance pour la secourir et les oblige à se retirer en désordre. Surtout quand ils s'aperçoivent que leur aile gauche est vaincue. Leur déroute devient générale. Beaucoup sont faits prisonniers, un plus grand nombre sont tués. Le sang ruisselle de tous les côtes sur les nuées, qui en sont teintes et qui prennent cette couleur rouge que nous leur voyons au coucher du soleil. Il en tomba jusque sur la terre, et ce fut sans doute selon moi à l'occasion de quelques événements semblables arrivés autrefois dans le ciel, qu'Homère nous dit que Jupiter plut du sang à la mort de Sarpédon. Tiens, j'avais dit qu'il allait critiquer Homère. Au retour de la poursuite des ennemis, nous dressons 2 trophées, l'un sur la toile d'araignée pour célébrer le succès de l'infanterie, l'autre sur les nuées à cause de notre victoire en l'air. Nous achevions lorsque des espions vinrent nous annoncer l'arrivée des Néphélo-Centaures, qui auraient dû venir auprès de Phaéton durant le combat. Nous les voyons arriver, spectacle étrange d'être moitié hommes, moitié chevaux ailés. Leur grosseur est telle que l'homme qui compose la partie supérieure égale la moitié du colosse de Rhodes, et les chevaux un gros vaisseau marchand. Leur nombre était si considérable que je ne l'ai pas écrit, de peur qu'on ne refusât de me croire. Ironique. Ils avaient à leur tête le Sagittaire du zodiaque. Dès qu'ils se furent aperçus de la défaite de leurs alliés, ils envoyèrent dire à Phaéton, il revint à la charge. Eux-mêmes s'étaient formés en bataille, tombent sur les Sélénites, habitants de la Lune, des bandits errants dispersés à la poursuite de leurs ennemis et à la dépouille des morts. Ils les renversent, donnent à la chasse au roi jusqu'à la ville, lui tuent la meilleure partie de ses vautours, arrachent les trophées, parcourent toute la plaine qu'avaient tissé les araignées et me font prisonnier avec 2 de mes compagnons. Phaéton arrive en ce moment après avoir érigé de nouveaux trophées. Nous emmène prisonniers le même jour dans l'Empire du Soleil, les mains liées derrière le dos avec un fil d'araignée. Oui, il y a des batailles spatiales interplanétaires dans Histoire vraie. Mais si vous trouvez déjà ça hallucinant, bah rassurez-vous, c'est pas fini. Dans la scène suivante, les habitants du Soleil construisent un mur composé de nuées afin de bloquer les rayons pour ainsi faire sombrer la Lune dans, ni plus ni moins, qu'une éclipse totale. Endymion, accablé, envoie alors des ambassadeurs supplier Phaéton pour détruire le mur, en lui promettant de lui payer un tribut, de devenir son allié et de ne plus jamais faire la guerre. Et c'est ainsi qu'un traité de paix fut conclu selon les conclusions suivantes. Une alliance est faite entre les Héliotes et leurs alliés, les Sélénites et leurs alliés, à condition que les Héliotes raseront la muraille d'interception et ne feront plus d'interruption sur la Lune. De leur côté, les Sélénites laisseront les autres astres se gouverner d'après leurs lois. La colonie de l'étoile du matin sera faite en commun, et chaque peuple y enverra ceux qui voudront en être. Ce traité sera gravé sur une colonne d'ambre dressée en l'air aux confins des 2 empires. Endymion est désormais ravi et demande à Lucien de s'engager à demeurer à ses côtés pour établir la colonie. Le roi lui promet même son fils en mariage car il n'y a pas de femme sur la Lune. Oui, dans Histoire vraie, sur la Lune, tout le monde est gay. Lucien de Samosate, tu arrives vraiment à me sortir des choses inattendues. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je suis jamais déçu, c'est incroyable. Cependant, Lucien se doit malheureusement de refuser car il ne peut rester sur la Lune et se doit de revenir sur Terre. Malgré tout, il va nous décrire le quotidien de la société qu'il a rencontrée durant son séjour sur l'astre lunaire. On va alors découvrir ça. Comme il l'a dit, sur la Lune, aucune femme ne s'y trouve, car ici, ce sont les hommes qui perpétuent l'espèce. Les enfants grandissent dans le mollet. Une fois arrivés à maturité, ils pratiquent une incision et exposent l'enfant au grand air. Également, il dit que sur la Lune existe une espèce appelée les dendrites, naissant de la manière suivante. En plantant une testicule dans le sol, un arbre pousse alors sur lesquels se trouvent des glands. Comme quoi l'humour n'a pas changé en 2000 ans. Et que, quand ces fruits sont mûrs, naissent des individus asexués qui contribuent à toutes les fonctions du mariage en utilisant des parties artificielles de différentes qualités selon le niveau de richesse. Oui, il y a des personnes techniquement non-binaires dans Histoire vraie. Après cela, Lucien dit également que dans le palais royal se trouve un miroir. Qui a beauté parfaite et pure? Alors non, pas ce genre de miroir, celui-ci lui permet de voir et d'entendre toutes les villes de tous les peuples de la Terre, comme si l'on se trouvait au milieu d'eux. Et c'est là que Lucien vit ses parents. Il ne sait pas si ces derniers le voient aussi, mais cela le fit mélancolique. Et après ça, il décida de repartir, de saluer le roi et de remettre les voiles.
Mais juste avant, sur une escorte de 1000 hippogrippes, Lucien traversa l'espace. Il se dirigea vers l'étoile du matin pour y apporter de l'eau. Oui, il y a de la terraformation de planètes dans Histoire Vraie. Pour ensuite se diriger vers le Zodiaque, sur une contrée fertile entre les Iades et les Pléiades, monde natal des Néphélocentaures. Là-bas, ils arrivent dans la ville de Lycnopolis. C'est une ville située dans l'espace aérien. Oui, il y a des écuménopoles dans Histoire Vraie. Dans cette ville, les habitants étaient des êtres de lumière, dont leurs habitations étaient des lanternes. Lumière qui devait à chaque nuit, à chaque appel du prince, se présenter pour ne pas se faire exécuter, c'est-à-dire s'éteindre dans leur monde. Sur le voyage du retour, Lucien et son équipage virent la ville au milieu d'un nuage cosmique du nom de Néphélocosygie, ne pouvant y aborder à cause du vent. Il ne fit que la survoler et dit que cette ville fut mentionnée par le poète Aristophane et ajoute « Je trouve qu'on a tort de ne pas croire ces assertions ». Bien évidemment c'est du sarcasme, si vous n'avez pas toujours compris depuis le début de cette vidéo. Lucien apercevait de nombreuses terres avec des océans, mais aucune n'était celle sur laquelle il vivait. Pour ensuite, alors que le vent se calma, lui et son équipage regagnèrent la Terre pour amarrir tels les modules habités des missions spatiales actuelles. Absolute cinéma! Pour être honnête, c'est probablement l'une des choses les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. C'est quoi ce banger d'Isaac Asimov? C'est pas possible, Lucien de Samosat est juste né 2000 ans trop tôt. J'imagine pas les choses qu'il aurait pu écrire s'il aurait eu toutes les inspirations modernes de la science-fiction. Bon, pour donner mes conclusions sur tout ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'en suis très contente pour le coup. J'ai adoré lire Histoire Vraie de Lucien de Samosat, vraiment le genre de choses que je lirai qu'une fois dans ma vie. Après je dis ça mais il existe d'autres œuvres dans le même genre que vous apprécierez beaucoup si vous avez aimé celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse, d'autres vidéos de Labo Cultura sont prévues dans le futur et à la prochaine.